Bonsoir à tous. Vous êtes bien installés. Merci d'être à nouveau nombreux pour cette deuxième conférence. Je vais en introduction essayer de vous donner un petit peu le cadre de ces conférences qui s'appelle S'implanter, se planter. L'idée, c'est que ça soit un moment de réflexion pour pouvoir amorcer un travail autour du festival Bellastock 2020. Le festival, cette année, il est un petit peu particulier puisque, fruit du travail de 15 ans d'expérimentation, le ministère de la Culture et des enseignants des écoles d'architecture Île-de-France ont émis le souhait de développer un lieu qui permette de faire de l'expérimentation à échelle 1 dans la région Île-de-France. Et donc, on a missionné Bellastock parce qu'on avait cette expérience via le festival pour pouvoir développer un lieu. Ce lieu, il s'appelle CAP, Cluster Art, Architecture, Paysage et Patrimoine. Et comme le lieu est tout nouveau et qu'on vient que la mairie vient d'acheter l'endroit, je vais vous montrer quelques photos après, il nous a paru logique, avant de commencer ce projet, d'avoir une réflexion sur la manière de s'implanter et la manière de venir sur le site. Pour vous expliquer un peu qu'est-ce que le CAP, donc c'était une demande du ministère de la Culture et des enseignants des écoles d'archi. C'est un lieu qui sera dédié à l'expérimentation à échelle 1 et qui sera aussi, on l'espère, un endroit qui communique avec le territoire sur lequel on s'implante, c'est Évry-Courcouronnes. Et on va essayer de créer des porosités pour pouvoir aussi travailler sur le territoire d'Évry-Courcouronnes et en même temps offrir un lieu où l'on puisse remplir 5 objectifs qui sont le premier, travailler sur la transdisciplinarité. Donc pour l'instant, les écoles d'architecture se sont ralliées au projet, mais l'objectif, c'est très vite d'aller chercher des écoles d'art, de design, de paysage et de patrimoine pour pouvoir inventer des projets croisés entre les enseignants et les étudiants. Ensuite, il y a une volonté aussi de travailler avec les entreprises du territoire, voir comment est-ce que ce lieu peut travailler main dans la main avec des entreprises qui travailleraient sur la construction écologique ou des matériaux écologiques, et il y en a du côté de Évry-Courcouronnes. La notion d'expérimentation collective, ça c'est le festival qu'on va répéter chaque année au mois de juillet. Celui-ci, il est intéressant parce qu'il permet d'amorcer une dynamique sur le territoire. Il permet aussi de montrer pendant un événement un peu festif, tout ce qui s'est fait pendant un an avec les enseignants et les étudiants qui auront participé et qui seront venus sur place. Tout à l'heure, je vous disais comment travailler avec le territoire. C'est l'idée de doter d'une fabrique le territoire d'Évry-Courcouronnes et à la fois de transformer le parc, puisque en fait on est sur un lieu qui a été fermé pendant 10 ans, c'est 11 hectares de bois. Et comment est-ce qu'on va petit à petit venir sur ce site et via des expérimentations créer un parc extraordinaire à 1 heure de Paris pour venir voir ce qui se fait aujourd'hui autour de l'expérimentation dans les écoles d'architecture. Et enfin, le dernier volet qui est important pour la ville d'Évry-Courcouronnes, c'est comment est-ce qu'on en fait un lieu aussi de transmission de savoir pour les jeunes autour de la question de l'architecture. Et là, page blanche 2. Bon, c'était des plans pour vous montrer. Oui, c'est pas grave, je vais vous expliquer ce qu'il y avait sur les 2 images. La première, c'était montrer comment le site, où est-ce que le site est situé. On est à Évry, on est à peu près à 1 heure de Paris. C'est le long de la Seine. Et la deuxième image vous montrait le site avec un zoom pour voir comment où était la maison Sainte-Geneviève. C'est l'image que vous avez en haut. Et le site, donc c'est un site qui est en déclinaison comme ça avec les 11 hectares de bois et en bas on a le RER et la Seine. Pour vous expliquer comment est composé le site, on a donc le site vient d'être acheté, on a cette grande cette zone un peu dégagée au centre et puis on a les bois sur les côtés et on a la maison Sainte-Geneviève, c'est le grand corps de bâtiment et tous les bâtiments qui sont sur le côté, c'est cela qu'on souhaite transformer en atelier. Et c'est là où ça avait toute son importance, le cycle qui est mené là pendant le mois de mars. C'était l'idée de venir s'implanter sur le lieu, mais d'essayer d'être le plus respectueux du lieu et de savoir respecter le site. Donc c'est ce qu'on a vu dans le premier site de l'analyse, mais Julie, ma collègue, reviendra dessus pour vous expliquer ce qu'on a appris lors de la première conférence. Et je vous ai mis quelques photos
Ça, c'est juste pour que vous compreniez un peu à quoi ça ressemble, quoi. Et donc la nature a vraiment repris le dessus. Donc le but du jeu, c'est aussi, lors du festival, comment est-ce qu'on arrive à faire un événement sur le site, mais comment on respecte le site. C'est ce qu'on a appris avec le paysagiste et jardinier de Bellastock à la dernière conférence. Il a calculé qu'on réduisait d'à peu près 80% la biodiversité d'un site quand le festival venait sur le site de 2017. Donc le but du jeu pour cette année, ça va être de faire un festival qui arrive à être beaucoup plus respectueux, et c'est pour ça qu'on travaille et on essaie de bosser avec l'école du paysage pour aussi faire en sorte que les architectes puissent se nourrir de ce qu'on apprend quand on est en école de paysage pour pouvoir trouver des points d'implantation et essayer de détériorer le moins possible le site. Donc encore quelques photos, et voilà les partenaires qui actuellement pilotent le projet, l'AGLO, la ville, le ministère de la Culture et la préfecture de l'Essonne, et bien évidemment la DRAC qui accompagne le projet. Je vous donne rendez-vous le samedi 18 juillet, donc c'est le 3e jour du festival. Le festival il est du 16 au 19. Et vous pourrez découvrir une programmation riche, découvrir le site, découvrir ce que les 500 participants ont construit. Et il y aura des ateliers pour comprendre et mieux appréhender le vivant. Je vais laisser la parole à mon collègue Quentin finalement. Bonsoir. Comme vous l'a présenté Antoine, donc on a ce projet du CAP qui renvoie vraiment vers les valeurs de Bellastock qui ont été portées depuis sa création en 2006. Donc ce qu'on a voulu faire pour montrer un peu notre soutien à ce projet, au-delà de participer à ce projet-là, c'est de consacrer le festival, qui est en fait un outil qui est assez riche de notre point de vue pour diffuser des pratiques, et donc de consacrer même 3 festivals à la préfiguration de ce projet. Donc en fait, on a un projet qui va se développer sur 3 ans, donc en 2020, 2021, 2022, qui représenteront en fait les 3 phases de préfiguration du CAP. Donc en 2020, on parle de s'implanter, en 2021, on parlera de s'outiller, et en 2022, on parlera de s'ouvrir. Voilà. Donc évidemment, la question de s'implanter nous a donné l'opportunité de traiter de la question du vivant, qui est un peu omniprésente aujourd'hui dans tous les domaines, même pas uniquement dans le domaine de la construction, de la fabrique de la ville. Et donc pour cela, on a organisé, comme chaque année, donc un cycle de conférences. On essaye de poser les bonnes questions qui permettent de faire évoluer cette manière de produire la ville en lien avec ce vivant. Donc la semaine dernière, comme l'a dit Antoine, on a abordé la question de l'analyse. Et cette semaine, on va plutôt se poser la question de que faire du sol. Donc pour cela, on a le plaisir d'accueillir 3 intervenants qu'on vous présentera juste après. Je vais juste laisser la parole à Julie Benoît, donc qui est responsable de la programmation de ce cycle de conférences et qui va vous donner un peu le cadre de cette question du sol. Comme ça, on aurait été à 3 voix. Bonjour, mais ce sera Quentin qui fera la médiation. Hein. C'est vraiment c'est comme ça. Alors, rapidement, sur ça, et déjà, merci beaucoup d'être parmi nous. Et rapidement, oui, alors on se posait la question du sol, et donc on s'est dit, le sol, déjà, quand on a échangé ensemble, c'est la fine couche de vie qui entoure la planète. Donc c'est notre jardin planétaire, dit Gilles Clément. Et donc le sol, c'est un milieu vivant et extrêmement riche qui nous nourrit, qui fabrique les paysages, qui accueille nos usages à la campagne comme à la ville. Mais avec notre incapacité d'en prendre soin, le sol est particulièrement fragile. Donc le cycle de l'eau, le cycle de la terre, la végétation, la biodiversité sont amplement malmenés par l'artificialisation des sols et surtout par l'émiettement des milieux naturels qui peuvent en résulter. Alors, on entend différentes voix qui nous ont inspirés. Déjà, on entend que le sol, c'est la nature, c'est un pouvoir et un être qui a des droits. Donc, c'est Gaïa, dit Bruno Latour. Et puis aussi, si c'est la nature, ça vient du latin natura. Je ne parle pas très bien latin. La force qui engendre, qui crée le vivant. Et donc, parler du sol, c'est absolument parler du vivant, loin d'une écologie urbaine qui serait technico-centrée.
Et donc c'est aller vers une quête de sens, du local, et c'est pour ça que pour nous le sol atterrit très bien dans notre cycle de conférences. Donc parler du sol, c'est aussi parler de gouvernance, deuxième sujet, de politique, d'économie, donc de droit du sol. Alors le sol, c'est un foncier, c'est parfois public, c'est parfois privé, donc ça a une valeur à la fois financière et symbolique qui construit un paysage selon ce qu'il supporte. Avec la pression monétaire des activités qu'il accueille, les phénomènes de relégation ou de sélection sociale qu'il induit, donc le sol est marqué par des fractures et il marque les fractures de la ville. Alors, on se pose beaucoup de questions, en particulier dans les temps transitoires, sur la mutation foncière. Et c'est des questions sur les usages qu'on se pose, sur le sens qu'on donne à la propriété et sur les autres formes de mise en commun ou d'appropriation qu'on peut exercer justement sur ce sol. Et enfin, troisième sujet qui nous intéressait, c'est dans la quête de durabilité de la ville. On remarque que le sol libre de construction, il est sujet à de nombreux défis. Il peut être valorisé, recyclé, régénéré, transformé. Il voyage jusque sur les toitures. Et donc, pourtant, il est aussi souvent imperméabilisé, appauvri, déplacé d'une terre agricole à une opération d'aménagement pour remplacer la terre d'un site pollué. Donc ça nous est arrivé quand même il n'y a pas si longtemps sur un de nos sites de projet, d'avoir extrait la terre polluée au lieu de la régénérer et d'avoir été cherché, l'aménageur a été cherché comme ça de la terre de la ceinture agricole parisienne, on va dire. Donc en dézoomant, on se demande à quel point la métropole, en fait, du coup, elle contracte une dette envers les sols de son arrière-pays, en y exportant ses déchets et en puisant dans ses carrières. Pour éviter les inondations, Frédéric Bonnet explique que la métropole parisienne profite des inondations des affluents de l'Aisne dans les plaines des Ardennes. Je vais y arriver. Voilà, en gros, pour ne pas avoir les pieds sous l'eau, on laisse l'eau arriver en amont. Voilà. Et également, on sait que les champs qui surplombent les réseaux d'acheminement d'eau potable sont achetés et sanctuarisés. Donc ce sujet-là amène la question de la coopération, c'est-à-dire agir sur mon sol, est-ce que c'est aussi avoir une conséquence sur le sol du voisin. Voilà, donc des questions liées à la nature, au droit, des questions liées à cette notion de foncier et à cette notion de coopération. Voilà ce qui nous a interrogés quand on a imaginé cette conférence, et je ne doute pas que vous allez nous apporter plein d'informations extraordinaires, et du coup je vous remercie par avance. Alors, que faire du sol? Comment en prendre soin? Et quel rôle pour les faiseurs de ville? Voilà nos 3 questions. Merci, Quentin. Merci, Julie. On continue notre passage de témoin. Donc, on en vient à nos intervenants. Donc, on remercie encore d'avoir accepté de se joindre à nous pour aborder cette question. Donc, on va les présenter. Donc, dans l'ordre, on a donc Mireille Guignard. Donc, tu es architecte des PLG, diplômée de l'école de Chaillot et titulaire d'un DEA d'histoire des formes urbaines et architecturales. Après 12 ans d'exercice de la profession d'architecte sous diverses formes et principalement dans des tissus métropolitains, tu passes le concours d'architecte et urbaniste de l'État. 3 ans architecte des bâtiments de France dans des territoires ruraux, 4 ans au ministère de l'écologie, au bureau du littoral et du domaine public maritime naturel, puis chargé de programme au PUCA. Tu intègres ensuite la DRAC, Île-de-France, en tant que chef du service de l'architecture en 2018, où tu mets en œuvre les politiques publiques afférentes au ministère de la Culture. Donc, bienvenue et merci d'être là. Donc ensuite, Michel Osler de l'agence Terre. Donc l'agence Terre, paysagiste urbaniste, qui a été créée en 1986 par Henri Bava, Michel ici présent et Olivier Philippe. Vous êtes tous les 3 paysagistes diplômés de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, du coup. Les 3 associés dirigent l'agence depuis 32 ans. Dans une démarche de collectif et à dimension internationale. Vous avez 4 agences qui sont implantées à Barcelone, Shanghai, Los Angeles et Détroit. Vous exprimez l'urbanisme par le paysage et participez à construire des écosystèmes territoriaux et des milieux vivants en ville. Vous avez reçu le Grand Prix national du paysage en 2007 et plus récemment le Prix national de l'urbanisme en 2018. Et enfin, Topagé, donc on a que Nicolas Bell de Topagé.
Donc Nicolas, qui est ingénieur INSA de Lyon et agrégé des sciences de l'ingénieur. Voilà. Tu as conduit des projets en développement en Haïti et enseigné l'éco-conception des produits. En 2013, tu cofondes Topager, une entreprise de paysage originale et innovante. Aujourd'hui, avec une équipe de 20 salariés, vous avez conçu et réalisé plus de 60 projets d'agriculture urbaine et d'espace pour la biodiversité sur les toits. Donc, tu es l'auteur d'un livre Potager urbain, publié aux éditions Hachette, et co-auteur de la publication scientifique Recycling Urban Waste as Possible Use for a Rooftop Vegetable Garden. Merci. Du coup, je vais laisser la parole à Mireille. Donc, voilà. Les flèches sur la flèche de droite. Bonsoir. Donc, on m'a demandé d'intervenir. J'ai pas la... Excusez-moi. Ah, pardon. D'accord. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur... Voilà, c'est moi. Bonsoir. Rebonsoir. Sur la question donc, des sols et notamment du changement de paradigme, enfin, on a un peu insisté pour que j'intervienne parce que, en effet, en tant que chef du service de l'architecture en Île-de-France, je me posais la question quand même qu'aujourd'hui, on était plus dans l'élévation, dans le bâti que dans les sols. Et c'est vrai que je me suis souvenu que j'avais donc piloté des expérimentations sur le littoral. Donc, c'est toutes les questions que vous avez un peu exposé en introduction. Finalement, c'est ce que je vais un petit peu revenir sur ces questions-là. Je ne vais pas avoir de réponse. C'est vraiment des problématiques qui se posent et qui se croisent et qui donc ressoulèvent toutes les dimensions et les notions que vous avez tout à l'heure évoquées. Donc, on est à Vias, dans l'Hérault, en 2015, et une expérimentation nationale est lancée sur la relocalisation des activités et des biens sur le littoral et devant les risques littoraux extrêmes et vers une recomposition spatiale. C'est comme ça que c'est noté et c'est comme ça qu'on souhaite initier à un moment l'idée de se relocaliser face à l'érosion côtière, qui est un phénomène naturel qui est vraiment naturel, mais qui est aussi aggravé par les changements climatiques. Donc la Vias fait partie des 5 sites qui ont levé le doigt et qui sont partis dans une démarche pour réfléchir à comment on fait pour se recomposer. Et vous voyez que là, la mer en fait a avancé, on parle de recul du trait de côte, et que les campings et les cabanons qui étaient sur la plaine de Vias, c'est une plaine non constructible et donc submersible, se sont petit à petit donc protégés avec des enrochements, et on a comme ça cet effet absolument incroyable de presqu'île qui se crée à chaque en fait propriété privée. Cette expérimentation nationale a duré 3-4 ans. La démarche est toujours en cours sur les 5 sites. Il y a eu pas mal d'enseignements et un des enseignements était vraiment cette question de rapport à la mer, de rapport aussi, vous voyez, à la propriété privée, et à soulever plein de questions sur la maîtrise des sols en fait, et comment on fait pour justement délocaliser, faire bouger les gens plutôt que de se protéger ad vitam. Enfin, pas ad vitam, justement, là on voit bien, et surtout s'il y a des questions de changement climatique et de hausse du niveau marin. Même problématique, on est sur le littoral, pas très loin d'un autre site qui était en expérimentation. Là, on est dans la baie de Somme, donc un polder, et vous voyez que la lutte contre la mer, qui est vraiment le paradigme, justement, qu'on a finalement largement instauré, enfin pas instauré, c'est une question de culture. Là, le polder et la question de se fabriquer une protection face à la mer est née depuis très longtemps sur les côtes françaises et importée par les Hollandais qui ont créé leur pays en fait, face à l'eau.
Et donc au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, les Hollandais sont venus nous apprendre à lutter contre la mer, donc la défense côtière. Donc vous voyez là une image un peu de mythe, hein, en fait, avec des petits camions et des tracteurs, et sans arrêt, on renivelle ce cordon de galets avec tous ces galets qui transitent et qui s'accumulent en haut sur la baie de Somme. Donc c'est l'idée aussi que l'héritage et sur la question et la notion sur les concepts sur lesquels on travaillait, c'était vraiment des programmes de lutte contre la mer, c'était très clairement écrit comme ça, de défense côtière, de frein de l'érosion, hein, de lutte contre l'érosion, et surtout de fixer le trait de côte, c'est-à-dire un trait de côte qui est cette ligne d'interface terre-mer, cette limite qui est tout à fait mobile, et donc d'essayer à tout prix de fixer ce trait de côte. Voilà, donc le changement de paradigme, là, moi je l'ai compris en fait en travaillant pendant ces 4 ans sur cette question. Pourquoi fixer absolument ce trait de côte, puisque de toute façon on voit bien qu'on n'y arrive pas, et le changement climatique fait qu'à un moment il y avait vraiment urgence de trouver d'autres solutions. Donc le vocabulaire guerrier, hein, toujours, conquête, lutte, recul stratégique, qu'on a appelé nous relocalisation, qui était encore quelque chose qui était de l'ordre du directif. Et on a fini par dire recomposition spatiale, qui était beaucoup plus dans l'idée aussi de trouver des solutions et d'imager, de faire du projet et du processus. Après cet appel à projet, il y a eu un appel à idées, justement pour essayer de se dire on prend l'opportunité de bouger et de se retransformer. Donc là, je vous montre un des sites qui a bien voulu lever le doigt, et c'est même le premier. Marcelin Nadeau, un élu de Martinique, s'est mis dans cette dynamique, et on a là un dessin du DSA de Marne-la-Vallée qui a donc fabriqué, enfin qui a initié une sorte de stratégie, de principe stratégique sur le bourg que vous voyez là, qui est dessiné du Prêcheur. Donc on est vraiment au bord de mer, on est sur les alluvions de la rivière du Prêcheur que vous voyez là, et à l'arrière vous avez le volcan, la Pelée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Prêcheur a déjà disparu en 1902 avec l'éruption de la Pelée. Ils habitaient aussi dans les Mornes, donc en racontant l'histoire, on voit qu'ils habitaient la montagne. Ils sont repartis, ils ont été un peu effacés de la carte, il y en a beaucoup qui sont morts, ils sont partis à Fort-de-France, et quand ils sont revenus, évidemment, ils étaient d'ailleurs assez inquiets, évidemment, que le volcan puisse repartir en éruption. Donc, ils se sont mis au bord du littoral, et on les a de toute façon obligés d'être au bord du littoral. Donc, le principe stratégique, c'est en fait se dire comment je continue à habiter là, entre la montagne avec les agriculteurs et la mer. Il y a beaucoup de pêcheurs aussi dans cette commune. On est tout au bout de la route en Martinique, donc c'est une commune rurale avec très peu d'habitants. Et l'idée, c'est tout simplement de remonter dans les Mornes et donc de prendre l'opportunité de renouveler l'habitat, de renouveler l'urbanisme et de se dire comment je vais habiter en haut sur les flancs de la montagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est très, très escarpé, donc c'est très, très difficile de se déplacer, on va dire, et de se recomposer. Le foncier, très compliqué, bien sûr aussi. On va bloquer tout de suite sur les histoires de foncier. On va bloquer sur des histoires de pente. Il y a des tremblements de terre, il y a l'éruption volcanique, vous avez la submersion, l'érosion, il y a du risque partout. Mais l'idée, c'est de s'adapter. Et le PUCA accompagne une expérimentation assez extraordinaire, puisqu'il y a plusieurs étapes. Donc là, il y a l'équipe MADEC, je vois qu'il y a des gens de l'agence qui sont là. Enfin, voilà, on est dans un processus. Le PUCA, aujourd'hui, on est sur sa deuxième phase, avec des équipes d'architectes pour essayer de réintroduire une architecture adaptée, en bioclimatique bien sûr, et de réinstaurer aussi une filière, parce que construire local là-bas, c'est construire en béton en fait. Il y a 2 centrales à béton, ça marche très bien, elles sont juste à côté, et il n'y a pas de forêt. Tout a été déboisé, et on a plutôt mis de la canne à sucre. Donc c'est pas avec ça qu'on va pouvoir en fait réintroduire justement des filières biosourcées. Donc il y a aussi tout ça à réinventer, à se reproduire, et c'est là-dessus que, par cette expérimentation. Je vais essayer d'aller vite parce que finalement je suis longue. Deuxième point, d'où on vient, l'héritage en fait, et c'est bien là en fait nos politiques publiques qui ont dû en fait à un moment reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, et donc instaurer
Des politiques publiques donc d'encadrement de l'urbanisme, contrôler le sol, qui est en fait dans ce paradigme où le sol est potentiellement constructible. Surtout en France, on a cette question à un moment de surface à planifier. Et il y a un moment assez fort là, clé, parce qu'il y a eu quelques ouvrages là-dessus qui étaient assez intéressants sur la loi d'orientation foncière de 1967 par Edgar Pisani, qui vraiment marque à un moment l'idée de tous ces outils, donc le POS, le plan d'occupation des sols, donc bien sûr le sol, le SDO, avec ensuite tous les dispositifs des ZAC, donc des zones d'aménagement concerté, et puis les ZAD, et puis vous avez comme ça cette planification venue un peu d'en haut. On est bien sur un état directif, avec l'aménagement aussi des territoires. Vous devez connaître aussi la DATAR et toutes ces missions à un moment d'aménagement du territoire, de vision du territoire, des autoroutes, des échangeurs, vous le voyez là. Là, on est assez loin de Paris. On voit que la valeur foncière a peu finalement de valeur, puisqu'on peut faire aussi des immenses échangeurs et ronds-points et de sols aujourd'hui bitumés. Ce qu'il faut savoir qu'à un moment, c'est que les politiques environnementales aussi arrivent. On est dans les années 70, aussi inspiré par les anglo-saxons. Donc, parallèlement, on va avoir l'instauration de politiques publiques sur la question des pollutions d'abord, et puis des questions de catastrophes, des questions aussi d'installations classées. Et puis petit à petit, on va arriver à des questions aussi plus environnementales et des questions de paysage, mais aussi des questions de biodiversité. Et aujourd'hui, elles sont très très implantées, mais on a toujours un peu cette ambivalence, et le monde de l'architecture et de l'urbanisme est beaucoup dans l'aménagement et peu justement dans ces questions de connaissance de la biodiversité, donc connaissance des sols, connaissance de l'eau. Et ça, depuis des années et des années, en fait, on a des politiques publiques sur ces questions-là, très précisément. Et la zéro artificialisation qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, ça vient en fait de ces questions de protection de biodiversité et des écosystèmes. Donc on est passé aussi faune-flore, habitat. Alors c'est peut-être plus Michel qui pourra en parler de tout ça que moi, mais à des questions vraiment d'écosystèmes et aussi comment on inscrit donc cette difficulté que vous voyez sur le trait de côte, comment on inscrit le mouvement et la dynamique dans des outils qui pour nous sont extrêmement figés. Ce que disait le maire du Prêcheur, vraiment, c'est qu'on a apporté les cultures occidentales en Martinique. Ils sont quand même dans des cultures à la fois européennes, mais beaucoup aussi intercaraïbes. Et puis, ils avaient aussi la culture africaine, et puis aussi les Indiens arawaks, qui en parlent beaucoup. C'est qu'on leur a apporté le fait de fixer. Ils parlent de politique fixiste, en fait. Alors qu'ils étaient nomades, alors qu'ils habitaient près du littoral et en même temps ils avaient une maison dans les montagnes, qu'ils avaient leur pirogue et donc ils étaient dans quelque chose de mouvant. Et donc c'est cette question aussi compliquée, même presque impossible dans notre paradigme de la propriété foncière, du cadastre, d'arriver à un moment à se dire comment on amène du mouvement en fait dans toutes ces notions. Donc là on est à Évry. Un petit clin d'œil là pour vous, vous avez du travail. Et puis évidemment, quand on construit des infrastructures, ce que finalement on oublie peut-être pour ceux qui ne sont pas ingénieurs travaux publics, c'est qu'on remue le sol et c'est énorme en fait les travaux quand on fait des infrastructures. C'est pas juste en fait une couche comme ça sur le sol. Et ça aussi c'est important, je pense aussi pour les architectes et pour les ingénieurs urbanistes, c'est d'avoir la coupe. Quand on me donnait des dessins ou des notes sur les infrastructures littorales, je n'avais jamais les coupes. On était toujours sur des questions de plein vide, en fait. Mais quand on voit après les fondations qu'on a d'une digue ou d'un enrochement, eh bien, vous vous dites, là, il y a une vraie coupure, en fait, des milieux. C'est très clair. Ce n'est pas seulement une surface. On est dans une coupure terre-mer. Et les questions interface terre-mer, et comme c'est de l'invisible, c'est très peu en fait, très peu mis sur la table. C'est vraiment ces échanges de biodiversité, pas seulement par l'air, pas seulement par l'atmosphère, mais vraiment aussi par le sol et ces questions d'échange en fait. Alors très clairement, quand j'étais au ministère donc, de l'écologie, sur le bureau du littoral n'était pas dans la partie aménagement, il était dans la partie sous direction des milieux marins. Donc très clairement, on savait qu'on ne savait pas en fait les écosystèmes. Souvent, Gilles Boeuf disait on connaît 4% des écosystèmes
voilà, du fonctionnement même des écosystèmes. Donc quand on sait qu'on connaît 4%, quand on construit un mur, très clairement, on ne connaît pas l'impact réel sur les écosystèmes. Troisième point, sur un changement aussi de regard et d'inverser à un moment la façon dont on arrive sur des territoires, et peut-être autrement que dans l'idée d'aménagement, c'est l'idée peut-être de compréhension et d'abord de ménagement et de compréhension du site. Et là, c'est juste une image. Hein. On est sur la Loire. Vous avez un barnum de fouilles, là. Il y a un chaland qui a été découvert avec un étiage, en fait, très bas de la Loire. Donc, il y a un bout d'épave comme ça qui est apparu, mais les navigateurs de chaland disaient qu'ils connaissaient bien, parce qu'ils voient bien le fond de la Loire. Elle est très peu naviguée, comme vous savez, la Loire. Mais il y a quelques chalands qui aujourd'hui naviguent. Et donc, il y a une épave qui a été découverte, donc un unicum avec aussi l'acte de naufrage. On sait exactement ce que c'était que ce chaland, on sait ce qu'il transportait. C'est invisible, c'est dans la Loire. Et c'était l'idée de de raconter cette épave, de raconter la navigation, de raconter pourquoi elle avait aussi échoué. Elle a échoué sur en fait une ancienne digue. Donc, ça raconte aussi la façon dont on a ménagé le fleuve. Et ça raconte aussi, on est très près de Langeais, là, ça raconte aussi comment la ville peut aussi retrouver un lien avec le fleuve. Ça, c'était une étude qui a été donnée aussi au DSA. Je parle beaucoup du DSA là, dans ces histoires, parce qu'on a essayé d'explorer en fait des problématiques un peu différentes par rapport à des études un peu classiques. Et donc là, c'était comment, à partir de cet unicum invisible tout près de Langeais, comment on refait une sorte d'interprétation du paysage, en fait, et on recrée du lien de la ville avec son fleuve. Je passe. Un autre centre d'interprétation, là, je vous le présente, en fait, parce que c'est finalement une façon, je pense, d'arriver sur les territoires de façon un peu consensuelle aussi. Donc, juste un projet qui est en train de démarrer dans les Yvelines. Je vous ai mis là la magnifique carte de l'Atlas des paysages, là, faite par l'agence Folléa-Gauthier. Et donc des Yvelines, vous voyez le croisement de plein d'unités paysagères, de plein d'ensembles de paysages. Et alors je ne sais pas si j'ai assez avec ça, voilà. Et la plaine de Nauf est au cœur des Yvelines. D'ailleurs, on est sur la communauté de communes cœur des Yvelines, et on est sur la finitude en fait des plateaux qu'on a sur cette partie ouest là, et une sorte d'amphithéâtre. De plaine, voilà l'unité paysagère donc dessinée par Folléa. Et là, l'idée c'est d'arriver sur cette plaine avec donc on a une fouille archéologique aujourd'hui qui s'appelle Diodorum, donc, et une association d'élus depuis 20 ans qui sont là pour mettre en valeur cette ville. Cette ville, elle est au milieu là, au cœur. Et l'idée c'était de dire que avec la compréhension de toute l'histoire en fait, de cette ville, mais après des cisterciens, et puis vous avez plein de tracés, vous avez ici un domaine de Le Nôtre, vous avez ici des rivières, hein, là c'est la rivière de la Mauldre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, c'est pour ça que Diodorum était là, on était dans le fond de vallée de la Mauldre, qu'en racontant toute cette histoire, en redonnant une intelligibilité en fait, à la géographie, l'idée, c'est de réaménager le site et en faire un centre d'interprétation. Voilà. Donc ça, c'est une question qu'on donne encore au DSA, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir les jeunes architectes qui peuvent réinterroger aussi les modèles et de travailler avec les élus, de travailler avec l'ensemble des archéologues pour retraduire, recomprendre cette plaine et voir quel projet on peut en faire pour l'aménagement. Donc au cœur de cette plaine, voilà, vous avez des fouilles. Et c'est aussi ça, le sol, c'est que partout où on va, vous avez quelque chose. Et là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'était un peu le pari aussi de l'aménagement de cette plaine de Naufle, c'est de se dire partout où on va en Île-de-France, je m'implante en fait, il y a de la richesse, il y a des ressources, il y a des choses à dire, et les équipes d'archéologues qui sont là, ils racontent plein de choses juste avec une graine, un caillou, et c'est peut-être ça qui est aussi intéressant, c'est de voir comment on peut raconter processus, histoire, plutôt que en effet de peut-être tartiner aujourd'hui avec sans prendre attention à l'existant. Voilà, j'avais plein d'autres choses à dire, mais je pense que je suis dans le temps.
Merci, bonsoir. Je vais essayer de vous expliquer en quelques images, un petit quart d'heure, un petit quart d'heure qui m'a été imparti, quelle approche nous faisons, nous, les paysagistes et urbanistes, de cette question du sol qui a été très bien décrite en introduction, qui a abordé un certain nombre de sujets sur lesquels je vais revenir. Et la question qui nous est posée, c'est comment habiter le monde, comment habiter cette terre, comment y travailler, avec quels outils. Et effectivement, elle a gentiment, Julie, tu as gentiment rappelé qu'on avait fondé l'agence il y a à peu près une trentaine d'années, donc on a commencé à accumuler une certaine expérience de cette question, et on est arrivé à notamment manipuler un outil qui s'appelle la coupe, qui est un outil qui est commun aux urbanistes, aux paysagistes, aux architectes, aux géologues, aux ingénieurs. Et c'est cette coupe qui, nous semble-t-il, doit être vraiment l'instrument de demain pour pouvoir travailler sur le projet, et que ça devienne vraiment un outil fondamental avant d'être dans une réflexion d'un urbanisme en deux dimensions, en X, Y. Il faut aussi se poser la question du Z. Alors là, c'est pas du tout l'image. Ouais, voilà, c'est ça. Donc la terre, ce sol, qu'est-ce que c'est, cette fameuse croûte de 1 mètre, en gros, de sol vivant, le disait. D'ailleurs, c'est une espèce c'est étrange de dire le sol vivant, parce que le sol, il est par définition vivant. C'est sa caractéristique, c'est justement la partie qui est vivante de la croûte terrestre, mais c'est souvent pas très bien compris, et c'est souvent compris d'une manière un peu décalée. Donc, ce sol, il a servi à façonner nos paysages, il a servi à nous nourrir, il sert aussi de lieu d'expérimentation, il sert au lieu de lieu de cadre de vie de nos futurs habitats. Et notre travail à nous, effectivement, de paysagistes, c'est d'essayer de se servir de ces qualités, de ces caractéristiques, et d'essayer après d'exprimer des projets au sein des villes. Ce qui nous intéresse dans le sol, ça a été évoqué tout à l'heure par la question des fouilles, c'est que le sol, c'est une magnifique caisse enregistreuse. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à le regarder, il faut apprendre à détecter des choses qui sont parfois des très grandes évidences quand on se promène sur un territoire la première fois, mais qui sont parfois ce que Bertrand Jouvenel appelle des signaux faibles, c'est-à-dire que de temps en temps, il faut savoir décrypter, apprendre à regarder, et c'est pas toujours sur le dessus que ça se passe, parfois c'est sur le dessous, et ça, c'est une photo aérienne d'une campagne du sud de l'Angleterre qui montre les traces d'une ancienne villa romaine. Donc on a une histoire de plusieurs siècles qui reste présente, qui est inscrite dans la configuration du sol, c'est-à-dire que le sol continue d'exprimer, de révéler ce qu'a été une partie de son passé, qui est ce passé historique. Mais parfois, ce passé, il peut être à une échelle beaucoup plus grand. Ça, ce ne sont pas des traces de construction, ce sont des traces de phénomènes de glaciation, et donc qui sont, elles, inscrites, des glaciations qui ont lieu il y a plusieurs millions d'années. Et on voit bien que là encore, ces champs gardent en mémoire ces événements extraordinaires qui ont été ces phénomènes de glaciation puis de dégel, et vont garder en eux, inscrits de façon un peu indélébile, cette histoire géologique. Donc on voit bien que ce n'est pas seulement une surface plane, ce n'est pas une surface 2D, ce n'est pas une feuille blanche. Je le disais, ou je le dis souvent, c'est pas un layer AutoCAD, le layer 0 sur lequel on va décider le projet. C'est comprendre le sol, c'est comprendre à quoi on a affaire. Et nous, notre métier, en tout cas notre approche de paysagiste, c'est de travailler sur ces questions d'interrelation. Si on revient à l'anecdote du layer AutoCAD, quand vous avez 10 layers, vous pouvez en geler un, ça ne change rien, ça le fait disparaître, mais ça n'a aucune influence sur le reste du dessin. En paysage, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si vous gelez la partie topo, forcément, ça aura une répercussion sur la partie hydrologique, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est vraiment cette interrelation qui est fondamentale dans la constitution de ce sol. Et je montre toujours cette... Quand on fait souvent des présentations, je montre souvent cette image qui est l'image d'un paysan danois qui
qui avait hérité d'un champ de blé, et tous les ans, à la même époque, il y avait cette grande bande de blé qui était mûre avant les autres. Et c'était de génération en génération. On a transmis ce phénomène. Et lui, il a décidé d'en avoir le cœur net, et il a fait un truc assez con, c'est-à-dire qu'il a commencé à creuser pour essayer de voir si la solution ne venait pas d'en dessous. Et effectivement, il a retrouvé un ancien canal mérovingien qui a disparu, qui a été recouvert. Et le fait, ce canal, d'avoir ce résidu d'humidité, c'est lui qui a amené le blé à mûrir 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant le reste. Donc on voit bien que, et ça c'est un enseignement qu'il faut tirer, il y a parfois ce qu'on voit au-dessus, ce qu'on perçoit, ça peut aussi avoir une présence en dessous, et donc il faut essayer d'aller chercher, c'est valable pour bien des domaines, mais il faut essayer d'aller chercher les choses qui ne sont pas toujours évidentes, et je pense que ce qu'a fait ce paysan, c'est ce qu'on doit faire nous dans notre travail au quotidien. Et puis cette terre, elle n'a pas toujours été, ou ce sol, ou ce sous-sol, n'a pas toujours été un lieu d'enchantement. On voit bien que la représentation au XVIe siècle, c'est le lieu de l'enfer, c'est un lieu un peu mythique, et on voit bien que à la fois on a ça, c'est-à-dire qu'on a à la fois le sous-sol qui est le lieu de l'enfer, et en même temps, dans la mythologie ou dans les religions, on dit que Dieu créa l'homme à partir de l'argile, donc à partir du sol. Donc il y a à la fois cette espèce d'ambiguïté de quelque chose qui fait peur en dessous, et en même temps quelque chose qui est la source, justement parce qu'il a un caractère vivant, la source du développement des installations humaines. Et puis, j'aime bien cette image aussi parce que c'est un collage que vous connaissez sans doute, un des collages d'Archigramme à l'époque, qui étaient des architectes italiens, un groupe d'architectes italiens. Et ce que j'aime dans cette image, c'est qu'ils développaient comme ça d'espèces de grandes... ils ne parlaient pas d'architecture, ils développaient comme ça d'espèces de grands systèmes. Et ce qui est touchant dans cette image, c'est qu'en dessous de ce grand système, il y a à la fois... ces morceaux de terre, mais il y a aussi cette vie, il y a aussi cette gamine qui joue dans ces débris et qui a l'air d'avoir plus de plaisir, en tout cas plus d'intérêt sur ce petit carré que ne peut l'offrir cette grande surface. Donc cette question du sol, elle est effectivement aussi au cœur du travail et des préoccupations des architectes et des paysagistes. Mais encore aujourd'hui, on parlait de changement de paradigme, c'est vrai que on se disait tout à l'heure, le paradigme, il change toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de paradigme, on parle de changement. Donc, il y a quand même des paradigmes qui ont la vie dure. C'est-à-dire celui qui consiste à penser que, après tout, le sol, c'est un volume, quoi. C'est un volume qu'on peut creuser, indépendamment de ce qui peut s'y passer. C'est-à-dire que c'est une surface... c'est un matériau, voilà, un matériau inerte qui est là pour y installer de l'architecture. Alors, il ne s'agit pas de faire le procès de cette architecture-là, mais c'est vrai que souvent, l'incompréhension en tout cas une partie de l'incompréhension, vient du fait qu'on a trop souvent considéré, ou on considère trop souvent, le sol comme étant l'espèce de surface à plat, et on oublie effectivement l'ensemble de ses qualités, mais je pense que tu en parleras tout à l'heure, de ces qualités de physico-chimiques vivantes, et qui en font un lieu de naissance de la vie des plantes. Et notre travail, nous, il commence souvent comme ça. C'est-à-dire que la problématique, c'est vous avez une coupe, vous avez un sol, et puis vous avez des gens qui vont habiter dans ce territoire. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fabrique ? À la fois pour respecter ou pour prendre en compte cette capacité qu'ont les sols d'être des systèmes extrêmement importants pour plein de raisons, pour la question de la gestion des eaux pluviales, pour la question du maintien de la biodiversité, pour la question du piégeage du carbone, pour la question de la fabrication de l'oxygène, et puis que ça devienne aussi un cadre de vie
pour les gens qui vont y habiter. Et tout notre travail, c'est de passer de ce stade-là à ce stade-là, c'est-à-dire qu'en gros, de travailler sur un système, sur des choses qui ne sont pas, justement pas, comme je le disais tout à l'heure, dissociables, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement planter, ce n'est pas simplement implanter des bâtiments, c'est essayer de donner des règles du jeu aussi aux architectes en leur disant, ben voilà, on va fabriquer un cadre à partir duquel vous allez pouvoir insérer vos architectures avec des logiques où vous allez être au-dessus de la canopée, vous allez être dans les arbres, vous êtes au niveau du sol, du rez-de-chaussée. Et donc là, il y a toutes ces choses qui vont vous servir de cadre depuis votre bâtiment. Et on donne juste, nous, du coup, des espèces de consignes générales qui vont servir effectivement après au développement de ces architectures. Et puis il y a aussi ce travail sur effectivement la reconstitution, en tout cas la réglementation de la nappe phréatique, toute cette logique de travail sur cette épaisseur qui est l'épaisseur vivante et qui est une épaisseur, je le disais, qui fonctionne en cycle. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a rien qui est dissociable. Tout ça fonctionne ensemble. Et tout notre travail, c'est effectivement de travailler sur l'ensemble de cette épaisseur. Et je finis sur une coupe que certains d'entre vous ont reconnue pour y travailler tous les jours depuis quelques semaines. C'est une coupe qui va faire partie d'une exposition qu'on va mener à la Galerie de l'Architecture, j'en profite pour faire un peu de pub, à partir du 21 avril, et qui s'appelle Le sol vivant, et sur lesquels on a essayé de retranscrire quelques projets au travers d'une espèce de coupe, perspective, collage, qui soit un peu capable de raconter. Alors ces coupes vont être des coupes animées aujourd'hui, c'est l'image fixe, mais demain, en tout cas pendant l'exposition, elles seront animées. Là, c'est un projet qu'on a réalisé, qui a été livré à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, où sur un ancien site qui était à la fois un site industriel, comme on connaît dans l'approche banlieue parisienne, ça s'appelle le Parc des Docks. On est au bord de la Seine, près de l'île des Vannes. C'était à la fois un site industriel pollué, et en même temps, c'était le lieu des jardins ouvriers de tous les ouvriers d'Alstom. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait une vraie pratique sociale importante, à l'époque où le jardin ouvrier était vraiment un jardin qui permettait d'améliorer l'ordinaire de la nourriture des ouvriers. Et tout le travail qu'on a fait, c'est essayer de garder cette pratique, d'y associer une grande serre pédagogique dans laquelle on va pouvoir travailler à l'ensemble des publics, travailler aussi sur une rivière qui va dépolluer, imaginez des jardins qui vont dépolluer un certain nombre de territoires, et puis en même temps gérer l'ensemble des eaux pluviales de ce quartier. Donc on voit sur cette image, en tout cas on essaye sur ces documents de montrer un peu les enjeux, et puis de ne pas oublier que dans cet urbanisme des sols vivants qu'on revendique, la dimension humaine, la dimension de l'activité, la dimension des usages, elle est bien entendu fondamentale. Tout ça, c'est fait aussi, et c'est fait avant tout, pour les gens qui vont y habiter. Et je vous remercie. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler du coup de toiture végétalisée. Je ne sais pas si... Donc, en fait, on a commencé toute notre aventure sur les toits d'AgroParisTech, rue Claude Bernard. Et l'idée qu'on avait, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut cultiver sur les toits, mais avec cette stratégie justement d'imiter le vivant, qu'on appelle le biomimétisme. Et du coup, on avait 3 piliers pour se dire comment est-ce qu'on peut imiter le vivant. Le premier pilier, c'était un peu lié à tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire que dans un écosystème, tous les déchets sont des ressources. Et du coup, les premiers substrats, les premiers sols qu'on a créés sur toiture étaient uniquement constitués de déchets urbains. C'est-à-dire l'idée, ce n'était pas de prendre de la terre végétale qu'il faut être ramené d'agriculture ou du terreau ou autre, mais de récupérer le broyat de bois des arbres, les jets de champignonnières urbaines, du compost pour essayer de recréer des sols sur les toits.
Le deuxième pilier, ça a été celui d'imiter du coup un sol vivant, c'est-à-dire d'avoir de la vie dans le sol. Donc les bactéries, les champignons, ils viennent avec le compost. Et on a essayé d'étudier quelle était l'influence des vers de terre, puisque dans un vrai sol, on a les nutriments qui s'infiltrent, etc. Mais le problème des lessivages des nutriments, qui est que la pluie, elle va dissoudre les nutriments qui sont dans le sol et les emmener du coup dans les fleuves et tout, on voit ça dans l'agriculture. Sur une toiture, c'est extrêmement fort parce que y a une faible épaisseur et c'est très drainant. Et enfin, la troisième vision, c'était celle d'imiter les services d'un écosystème. Pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus souvent des toitures végétalisées obligatoires en ville? C'est parce qu'on a besoin d'elles pour gérer les eaux pluviales qui sinon vont s'écouler dans les égouts, les font déborder et provoquent beaucoup de pollution. Il y a beaucoup d'autres services qui sont par exemple celui de rafraîchir la ville quand il fait trop chaud grâce à l'évapotranspiration ou de protéger la membrane d'étanchéité dont par exemple la vie peut doubler avec une végétalisation qui va protéger cette membrane des variations de température. Et enfin, parmi ces services, donc, il y a les services de recycler les déchets de la ville, puisque tout le compost, en fait, beaucoup de gens se mettent au compostage collectif en ville et autres. Le truc, c'est que souvent, ils n'ont pas du tout assez d'espace pour valoriser ce compost. En gros, si on recyclait tous nos déchets, on aurait beau cultiver tous nos toits, on n'aurait même pas assez d'espace pour le valoriser. Du coup, l'idée là, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces toits pour valoriser une partie de ces biodéchets plutôt que de les exporter très loin. Donc suite à, voilà, ça c'était en 2012, donc on a fait pas mal de chemin depuis, on a fait beaucoup d'expériences. Et là, on est sur les toits de l'Opéra Bastille à Paris. Donc on a fait 2500 m² de culture, où là on voulait justement essayer de recréer un sol nourricier sur un toit. Et on a fait un peu un modèle, comme un modèle de type AMAP, où les personnes, des salariés de l'Opéra, payent un abonnement chaque semaine. On leur donne des paniers de produits. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans la culture agroécologique. Et historiquement, ce qui est assez amusant, c'est que vraiment les pionniers de cette agriculture de précision extrêmement dense, intensive, où on peut produire beaucoup sur une petite surface, à la base, c'était autour de Paris, où il y avait beaucoup de maraîchage, et où ils utilisaient le phénomène des couches chaudes, etc., où ils arrivaient à avoir de très gros rendements. Et après, c'est plus au Canada, aux États-Unis qu'ils ont développé ces techniques. Et nous, on est allé là-bas pour apprendre d'eux et réimplanter. Eux, ils faisaient ça en pleine terre, de réimplanter ça sur les toits. Voilà. Donc là, c'est évidemment quelque chose de très technique, puisqu'il faut protéger les cultures des insectes. Il faut pouvoir mettre des tuteurs. Là, on peut rien planter dans le sol, parce que là, on a seulement 10 cm de terre entre les planches et 20 cm dans les planches de culture. Donc c'est à la fois assez technique et à la fois on essaie d'être le plus low-tech possible, parce que toute cette agriculture qui fait un peu rêver extrêmement, tout ce qui est l'hydroponie, tout ce qui est ces systèmes extrêmement technologiques, ça peut produire plus, mais par contre ça ne va pas du tout rendre ces services, toute cette culture complètement hors sol, ne rend pas du tout les services du sol, de rétention d'eau et autres. Donc voilà, ça c'était un premier projet, celui de cultiver sur les toits. Et en fait, ce projet, c'est à la fois celui pour lequel souvent les maîtres d'ouvrage viennent nous voir parce que c'est ce qui les fait rêver, hein, c'est d'implanter la vraie agriculture sur les toits. Et à la fois, c'est celle qu'on va recommander le moins quand on nous demande de programmer un projet. Parce que finalement, c'est un type de culture où on va produire des produits certes de grande qualité. On va privilégier les produits fragiles, on ne va pas faire des pommes de terre ou des carottes, ça voyage très bien de la campagne et ça reste de bonne qualité. Donc on va plutôt faire tout ce qui est salade, tomates, haricots, tout ce qui est fragile. Mais c'est quand même réservé à un public qui a les moyens d'aller, c'est à peu près le même prix que les magasins bio, quoi, donc qui a les moyens d'aller dans les magasins bio. Et du coup, ce n'est pas du tout des programmes qui seront accessibles pour des classes plus populaires. Et du coup, nous, notre idée, on a des projets on attend avec impatience qu'ils sortent de terre, où en fait on va transposer toute cette technique, mais pour justement refaire ces fameux jardins ouvriers. Et de se dire que l'idéal, c'est d'avoir un site comme ça, où chaque famille peut avoir plusieurs parcelles et cultiver pour son propre usage. Donc ce programme d'agriculture urbaine, on a 3 sites vraiment de maraîchage productif pour l'instant à Paris. Et ceux qui se développent beaucoup plus et ceux où on croit beaucoup plus sur les toits, vu que c'est très dense, c'est vraiment de donner un usage
pour ces toitures de servir à créer du lien social. Donc là, c'est un jardin partagé sur un toit à Ivry-sur-Seine. Et donc là, c'est des logements en accession à bas coût. Et l'idée, c'est que les gens puissent avoir cette toiture pour cultiver, mais aussi pour avoir beaucoup d'autres usages. Donc là, c'est évidemment beaucoup moins productif qu'un jardin ouvrier, mais ça peut apporter plus de valeur sociale. Et notre parti pris, quand on va faire des jardins partagés, c'est surtout de ne pas tout dessiner. C'est-à-dire on va dessiner un espace capable, mais on laisse toujours au moins la moitié de la surface pour après, une fois que les habitants sont arrivés, co-concevoir le reste du jardin avec eux pour qu'ils soient vraiment adaptés dans leurs usages. Et l'autre idée, c'est que ça puisse être quelque chose d'évolutif dans le temps, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Si ça se trouve, il y a une copropriété, il y a la copropriété qui va décider, parce qu'il y a des usages qui ne sont pas corrects, de fermer le jardin et autres. Et l'idée, c'est qu'on puisse, au pire, que ça puisse se transformer en toiture pour la biodiversité, mais qu'on puisse faire varier les usages. Par exemple, si quelqu'un a très envie de cultiver, il va faire des tomates, etc., qui sont assez techniques. S'il a moins envie, il va mettre plutôt des petits fruits ou des aromatiques qui demandent beaucoup moins de temps. Et l'idée, c'est vraiment de faire varier tous ces usages. Et là encore, par rapport au jardin classique, souvent quand on va mettre un jardin sur les toits, on va mettre une terrasse sur laquelle on va rajouter des bacs. Et encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de continuer à rendre au maximum ces services écosystémiques en faisant un maximum de pleine surface, c'est-à-dire d'avoir de la pelouse comme dans un vrai jardin. Et dans ces cas-là, il faut aussi, au-delà du premier projet, il faut beaucoup négocier avec les syndics et qui s'inquiètent beaucoup de cette gestion. Et là, par exemple, on a été obligé, pour rassurer les futurs gérants, ils nous ont dit mais comment on va gérer ces bacs, c'est pas possible, etc. Et du coup on a dû se dire que les bacs on les gérait comme une place de parking où chaque habitant qui arrivait il avait 2 bacs qu'il pouvait prêter, donner, etc. Parce que le fait de concevoir quelque chose de complètement commun, ça ne leur convenait pas. Et alors ça c'est un jardin qu'on a fait dans le 18e arrondissement sur un centre d'accueil pour des adolescents autistes, des personnes âgées dépendantes avec notamment une grosse unité Alzheimer et puis des handicapés lourds avec beaucoup de types de handicaps différents. Et là l'idée c'était vraiment de se dire qu'on pouvait essayer de donner une vertu de plus de jardin sensoriel. Par exemple les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, elles ont besoin d'être très stimulées. Et tous les stimuli visuels ou auditifs, ils ont leurs limites, alors que les stimuli gustatifs et olfactifs, c'est très puissant. Des fois, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Des fois, quand on sent une odeur, ça peut réveiller beaucoup de souvenirs. On a eu comme ça des moments assez émouvants avec quelqu'un qui avait les yeux dans le vide et qui se mettait à respirer la lavande après la pluie. Et ça lui rappelait son enfance, il se remettait à parler. Et donc là, vraiment, c'est l'idée de gérer un jardin sensoriel. Alors, à la fois, c'est un jardin qui offre beaucoup de services aux résidents qui ont très très peu de raisons de sortir et autres. Et en même temps, c'est un jardin qui va rendre très peu de services écosystémiques puisqu'il y a toujours, chaque fois qu'on essaie de rendre un jardin accessible, on est obligé de faire du coup un sol en dur qui ne va pas être capable du coup de rendre tous les services que rend un sol qui est en pleine surface. Donc là, j'ai parlé vraiment des sols, on va dire, qui sont à la fois pour la biodiversité, mais beaucoup pour les hommes. Et on essaye aussi de re-questionner ces toitures qui sont destinées à accueillir la biodiversité. Donc là, on est sur le toit d'un siège d'entreprise. Et on s'est dit qu'on a essayé de faire l'expérience de maximiser les refuges pour la biodiversité. C'est-à-dire, au-delà de tout ce qui est de tous les végétaux, on a mis plusieurs 4 types de galets ou de graviers ou autres roches différents. Il y a plusieurs types de sable, parce que par exemple le sable, c'est là que pondent les abeilles solitaires, qui sont des pollinisateurs très utiles. Et en multipliant comme ça le nombre de refuges, on a mis des fagots, on a mis des bûches, on a mis différents types de bois, et on a observé quels étaient tous les types, toute la faune qui pouvait venir habiter tous ces espaces-là. Et enfin, dernier projet dont je vais vous parler, on l'a appelé le Wild Roof. Donc là, on est encore une fois à Ivry-sur-Seine, sur le site d'une ancienne usine des eaux qu'on nous a donné comme expérimentation.
Donc là, vous voyez toute cette végétation, elle arrivait spontanément. C'est-à-dire que sur cette terre, on n'a rien semé, on n'a rien planté. On se contente de donner une topographie, de mettre des refuges pour que les oiseaux puissent venir voir, puissent venir se loger, des petites mares temporaires où les oiseaux peuvent boire. Et du coup, tous les végétaux ont été ramenés soit par le vent, soit par les oiseaux. Et ça a été très intéressant parce qu'en créant ces friches sur les toits, quelque part, on crée des friches permanentes, contrairement à beaucoup de friches qui sont temporaires dans les interstices. Et là, on voit la première année, c'est le cessenon du Cap, qui est une plante invasive qui est un peu tout couvert. Et finalement, tous les autres années, il y a une palette végétale beaucoup plus diverse qui s'est développée spontanément. Et depuis, on en a installé 6 dans des configurations très différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc là, on essaie de répondre à une théorie du Muséum national d'histoire naturelle, qui est celle des corridors de biodiversité discontinus, puisqu'on a les réservoirs de biodiversité qui sont les parcs, et les corridors qui sont par exemple la petite ceinture, etc., qui permet de passer d'un réservoir à l'autre. Et les toitures végétalisées peuvent servir un peu comme des pas japonais pour que la biodiversité, les oiseaux, les insectes et tout, ou même les plantes, se déplacent d'un réservoir à l'autre. Et en fait, si sur chaque toit, on met une végétation standard, comme les végétations de sédum, etc., ben finalement, on ne va pas forcément avoir une continuité entre les espaces autour, alors que si on met un sol qui est vierge et que tout vient par le vent, les oiseaux, etc., et ben du coup, on aura une meilleure continuité possible entre différents espaces. Et aussi, il y a certains détails. Pour l'instant, la toiture végétale, c'est quelque chose qui est extrêmement technique et standardisé. Et par exemple, il existe en gros plusieurs types de sols plus ou moins légers, mais en gros, on n'a que des sols à pH légèrement basique, etc., parce que c'est fait de pouzzolane, de pierres volcaniques, de compost, etc. Et du coup, ça ne répond pas forcément à l'écosystème qu'il y a autour. En Ile-de-France, on a énormément de prairies calcicoles, ou plutôt calcaires. Et là, on essaye aussi de recréer un peu des sols différents, avec par exemple des sols plutôt calcaires, des sols plutôt acides, humides, pour à chaque fois pouvoir répondre à l'écosystème environnement et que les plantes autour puissent venir s'installer spontanément. Voilà, je vous remercie. Merci à vous trois. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'était très aussi intéressant que complet et aussi varié dans la manière d'approcher cette question du sol. On en revient presque à se re-questionner nous-mêmes sur le format de la soirée. On aura envie de vous laisser parler un peu plus longtemps, mais c'est aussi parce qu'on a envie de favoriser l'échange, donc qu'on va débuter maintenant. Donc moi j'ai une première question pour Mireille. On vient de voir que justement, de par vos différents profils et vos différents témoignages, on se rend compte que la transdisciplinarité est très importante sur cette question du sol, qu'on parle de politique publique ou de paysagisme, ou même sur des sujets où on rentre plus sur la biologie ou la chimie. Est-ce que, de votre point de vue, de votre expérience, par toutes les étapes où vous êtes passés, donc le ministère, la DRAC et autres, est-ce que vous voyez comment cette transdisciplinarité, cette transversalité, elle peut s'installer dans la politique publique, en fait, parce qu'on a souvent l'impression, vous parliez tout à l'heure de silos, et que on le connaît aussi entre ministères, on peut vite avoir des gens qui avancent un peu en silo, parce que c'est des grosses machines et que c'est compliqué à croiser, quoi. Donc, oui, c'est le grand héritage, les silos, grand héritage en effet des 40 ans passés, puis même avant, parce que finalement même un architecte est en silo en fait dans sa formation. C'est ce que j'ai découvert moi quand j'ai travaillé avec des gens qui n'avaient absolument pas la même formation que moi, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un architecte, qui pensaient que les architectes en fait ça repeignait les façades juste en fait. Mais, donc j'ai évité de dire que j'étais architecte à un moment aussi pour éviter tous les comment dire. Les mauvaises pensées. Et donc je pense que c'est une évidence qu'aujourd'hui on est dans un monde complexe, et c'est plutôt ça qui est intéressant d'ailleurs, on est dans un monde complexe, et donc il faut associer les points de vue, en fait, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Et beaucoup d'architectes aussi, parce que je reviens beaucoup dans le milieu d'architecture, et beaucoup d'architectes pensent aussi
tout connaître, mais même un architecte doit connaître toutes les techniques d'architecture. Donc il y a cette question d'être ouvert sur apprendre en fait aussi en permanence et en même temps d'associer les points de vue. Alors dans l'idéal, on ne peut pas associer tous les points de vue, mais vraiment de travailler on parle de transversalité, mais transversalité, c'est comme changement de paradigme, on l'entend tout le temps, et finalement, on se demande si c'est appliqué ou comment. Et donc, je pense qu'à chaque fois, comme dans tout projet, il faut travailler sur la méthode, sur le processus, pour voir qu'est-ce qu'il faut associer, comment on associe, surtout comment on peut associer plusieurs disciplines, justement. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Hein, c'est un peu comme une aventure sur un bateau, quoi. Et dans ces questions de discipline, il y a aussi l'expert de terrain. Donc il y a l'habitant. Je parlais tout à l'heure dans la Loire, là, il y avait un navigateur qui connaissait par cœur la Loire et qui en connaissait beaucoup plus que le service de l'environnement de l'Adréal ou d'ailleurs, en fait. Donc il y a aussi toutes ces questions d'ouverture, en fait, hein, de lieux. Voilà, donc les politiques publiques sont nécessairement sectorielles parce que ça part d'axes et d'actions très précises avec des financements. Après, c'est la mise en œuvre et c'est en fait je dirais une méthode, vraiment. C'est vraiment une question de méthode. Les archéologues, je vous ai montré, en fait, c'est assez étonnant sur les Barnum, là, sur les fouilles, ils sont 15. Et il y avait un spécialiste du canon de 18e, il y avait un spécialiste du chaland, il y avait un spécialiste de la plongée sous-marine, parce que de plonger, là, ça a l'air de rien, c'est hyper dangereux, en fait, dans la Loire, hein, à ce niveau-là. Et donc, il y avait comme ça ces pluridisciplinarités, questions très, très rigoureuses, et d'études de tout, de la faisabilité du chantier, avec que des spécialistes. C'est ce que je trouve aussi assez intéressant, en fait, hein, dans les programmes collectifs de recherche. Ok, merci. N'hésitez pas à réagir, hein, j'adresse la question à Mireille, mais si vous avez des retours à faire aussi un peu sur la même question, après... Oui, je pense que cette question de l'interdisciplinarité, elle est fondamentale parce que, en tout cas on le voit aujourd'hui, nous on travaille de plus en plus avec des équipes pluridisciplinaires. Quand on parlait du sol, quand on parlait d'un certain nombre de choses très techniques, il faut aller chercher des compétences. La difficulté, c'est que tout ça, ça se résout pas en additionnant. Et notre grande difficulté, c'est pas de se retrouver dans une approche type étude d'impact sur lequel on va avoir comme ça une série d'items sur lesquels on va décrire la géologie, l'histoire sociale, les mythes et légendes, et puis on aurait fait le tour du sujet. On n'a pas fait le tour du sujet, on a décrit, mais pour autant, on n'a pas encore le début du projet, en tout cas. Et nous, notre responsabilité, en tout cas notre travail, c'est de transformer tous ces savoirs, d'essayer de les agréger et d'essayer de définir ensemble un concept. C'est ce qu'on appelle chez nous à l'agence Terre le code source, c'est-à-dire qu'essayer de trouver quelque chose qui soit capable après d'activer chacun dans ses compétences, dans une logique où les savoirs sont plutôt liquides, c'est-à-dire qu'en gros on peut parler d'architecture, les architectes peuvent parler de paysage et ainsi de suite. On peut intervenir dans chacun des domaines, mais autour d'un concept. Et tout le changement de mentalité, c'est de ne plus être l'espèce de créateur seul sur son île ou seul sur son rocher, qui va définir l'avenir de dizaines et de dizaines ou de centaines de personnes, mais essayer effectivement de travailler en équipe, d'aller chercher les compétences et l'émergence notamment assez récente dans le champ de l'urbanisme et du paysage de collectifs comme le vôtre ou comme d'autres, c'est quand même un vrai apport qui est effectivement on a travaillé nous avec un collectif coopératif culturel Cuesta dans la vallée de Vilaine, sur lequel on vient de tirer le bilan de 6 années. Et ce collectif a permis de nourrir notre travail de maître d'œuvre par une approche effectivement de préfiguration, de traversée chantée, d'un certain nombre d'actions très populaires, très festives, qui, au-delà du côté festif, nous ont servi, nous, à stabiliser des cheminements, à définir un certain nombre d'orientations au niveau du projet. Donc cette interdisciplinarité, elle est fondamentale. En tout cas, pour nous, on y croit vraiment très fort.
Enfin oui, c'est vrai que moi je m'en aperçois même pas parce qu'on a débarqué là. Enfin, quand on cultive sur les toits, c'est vrai qu'on est sans arrêt entre déjà tous les bureaux d'ingénierie, structures, fluides. Ensuite, quand on se pose des questions, il y a tout ce qui est. Enfin, moi je viens plus de l'ingénierie, mais en termes d'analyse de cycle de vie des produits. Donc mesurer l'impact à chaque étape. Mon associé, il est écologue. Et effectivement, quand on construit un potager sur les toits, on a besoin des menuisiers, on a besoin de la structure. Donc voilà, moi, c'est plus une interdisciplinarité pratico-pratique, plus que de recherche. Mais c'est aussi essentiel dans la composition de notre équipe, puisque sur les 20 personnes, il y a quelques paysagistes, mais énormément de métiers très différents. D'accord. Et du coup, ça m'amène à une autre question pour Michel. Bon, du coup, on a un début de réponse déjà, mais en gros, on parle, vous l'avez dit, on parle de changement de paradigme, on en parle souvent. Là, en ce moment, il est peut-être un peu plus fort parce qu'on en ressent plus les effets, qu'on en parle beaucoup vis-à-vis du changement climatique. Ma question, c'est comment les structures comme la vôtre qui existent depuis longtemps, qui ont un processus de projet qui est très qui est très processé justement, avec des contraintes économiques, politiques, en tout genre, réglementaires. Comment on réagit de manière un peu assez efficace, face à ce changement de paradigme, comment on crée du changement par sa pratique. Donc c'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour toutes les personnes qui travaillent sur la maîtrise d'œuvre en général. Parce que je vais un peu plus loin dans ma question, mais par exemple, vous parliez de votre exposition. Ce qu'on disait tout à l'heure, par le passé, on avait plutôt l'habitude de voir donc moi chez les architectes, des structures qui vont mettre en avant leurs travaux. Et plus récemment, on voit qu'en fait, des structures comme la vôtre vont plutôt mettre en avant des notions générales comme le vivant, ou comme il y a eu la question de la terre crue il y a quelques années. Est-ce que ça fait partie de fait de sensibiliser peut-être le grand public ou les acteurs du projet d'une nouvelle manière un peu de travailler, d'essayer de bouger un peu les choses en manière de faire ces projets? Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a le facteur effectivement que vous rappelez, qui est celui de l'ancienneté, où on n'est pas... Maintenant, on arrive effectivement à essayer de ce qu'on n'avait pas trouvé au début. Au début, on a essayé d'avancer. Cette question de la coupe, par exemple, elle a été au cœur de notre travail dès le début. Pourquoi elle est au cœur de notre travail? Parce que cette question de l'horizon, elle est à la fois pour le paysage, mais elle est aussi pour les horizons géologiques, pour le sol. Donc ce même mot, il est... voilà. Et c'est ces questions, on les a abordées, mais peut-être de façon très pragmatique, pas du tout théorique justement, plutôt avec une entrée projet, en essayant de trouver des solutions, des actions, des modes de transformation de l'espace. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive à un moment où on voudrait effectivement montrer ce qui se passe derrière les projets, ce qui est important derrière les projets. Et pourquoi je dis derrière les projets? Parce qu'il ne faudrait pas que ça finisse comme ça a commencé, c'est-à-dire avec le silo des trames vertes, des trames bleues. Maintenant, on parle des trames brunes, c'est le sol. Les trames noires, c'est l'éclairage. C'est-à-dire que tout à coup, on va réenfermer ça dans les fameux silos dont on parlait tout à l'heure, en disant, bah oui, j'ai bon parce que j'ai ma trame brune dans tel et tel sur le territoire sur lequel j'interviens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça fabrique? Qu'est-ce que ça fabrique et en quoi ça transforme l'espace, en quoi ça transforme le quotidien des gens, quel service écosystémique on rend, parce qu'au bout d'un moment, on est quand même acteur, on transforme cette planète, et on a quand même un certain nombre de comptes à rendre, et effectivement, c'est comment on apporte notre pierre comment on construit cette sensibilisation, cette approche de toutes les questions écologiques. Je crois que c'est Bruno Latour qui disait l'écologie, si on l'aborde avec des questions très importantes ou très vagues, comme le réchauffement climatique, c'est difficile à percevoir. Par contre, lui disait il faut reterritorialiser l'écologie. Et notre travail, c'est effectivement, au sein de chacun des projets, de reterritorialiser. C'est pas facile à dire, c'est pour ça qu'on a du mal à le faire. Et en faisant ça, effectivement, on intervient. Et ce qu'on avait envie de montrer effectivement à cette expo de la Galerie de l'Architecture, pardon,
c'est de montrer le process et de montrer un peu ce qu'on ne voit pas toujours, c'est-à-dire que toute cette mécanique qu'il peut y avoir derrière un projet, où à la fin, ben voilà, c'est quelques plantes, des gens qui se promènent, des enfants qui jouent, et voilà. Donc c'est montrer que derrière tout ça, qu'est-ce qui est sous-tendu et qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice sur le territoire dans lequel on est amené à intervenir. D'accord. Du coup, ça m'amène à poser une dernière question à Nicolas. Donc là, on parle de la structure, enfin de l'agence Terre qui nous parle avec son expérience. Vous êtes plutôt sur de l'innovation et une structure plus jeune, même si vous avez déjà pas mal d'expérience. Et du coup, ce statut un peu de nouvelle structure qui apporte des nouvelles solutions, forcément, on est forcément, enfin nous, on y est aussi confrontés à des questions un peu provoques de l'ordre de l'éthique ou autre. Donc ma question, enfin on en a déjà un peu parlé avant, mais du coup vous faites de l'agriculture sur les toits. Est-ce que des fois on vous rétorque pas, oui mais alors le fait de cultiver sur les toits, ça justifie le fait de pouvoir continuer à utiliser les sols pour construire des bâtiments ou autres? Parce que de toute façon on peut cultiver sur les toits et on n'est plus obligé de conserver certains sols pour cultiver. C'est un peu basique hein, comme remarque, mais j'imagine qu'on vous la pose souvent, donc j'aimerais bien savoir comment vous y répondez. Alors oui, c'est évident que dans certains projets, le fait de faire des toitures végétales, ça peut servir de prétexte à l'artificialisation des sols. Et il y a tout ce concept de biodiversité positive que beaucoup de promoteurs essayent de développer, où ils disent voilà, sur notre projet, on aura une biodiversité encore plus riche que celle qu'il y avait avant. Donc ils nous disent en gros, bon, ben, vous nous mettez, là c'est super ce que vous faites, vous nous mettez beaucoup de refuges, etc. Et finalement, ce que vous allez faire sur les toits, ce sera plus riche que ce qu'il y a au sol. Alors cet argument, il est bien sûr vraiment discuté et plutôt contesté par tous les chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle qui disent toujours qu'il vaut beaucoup mieux préserver un sol existant même si on peut l'améliorer, etc., que de chercher à faire mieux, par exemple, sur les toits. Donc nous, au sein de Topager, on a régulièrement des débats sur les projets qu'il faut prendre ou pas. Est-ce qu'il faut aller dans les Jeux Olympiques, dont l'impact environnemental est connu? Est-ce qu'il faut aller sur un projet parce qu'on artificialise des sols? Et bien sûr, la réponse n'est pas évident. Donc nous, notre positionnement, c'est de se dire que si on est vraiment, on sent qu'on est un prétexte à ça, eh ben on va dire non. Hein. On l'a fait pour Europa City, on l'a fait pour des constructeurs d'entrepôts qui voulaient du coup faire 3000 m² de culture pour justifier le fait d'artificialiser 30 hectares de sol. Donc dans ces cas-là, c'est évident qu'il n'y a pas de cohérence au projet et qu'on n'est vraiment qu'un faire-valoir. Après, dans beaucoup de cas, on va aller dans des sites où ça fait aussi partie de l'argumentation, en se disant que quelque part, si on va travailler avec des personnes qui n'ont pas du tout cette culture-là et qui à la base veulent juste servir de ça comme greenwashing, on arrive à les amener à des vraies réflexions, à des vrais progrès. Et même si la plupart de nos projets, ce sont des projets qui sont sur des sols qui sont déjà artificialisés, on pourrait aussi se questionner, est-ce que ce ne serait pas mieux sur ces sols déjà artificialisés? Je connais notamment une agence d'archi extrêmement, on va dire, militante qui décide de refuser tout projet sur un sol qui n'est pas déjà artificialisé parce qu'ils ne veulent absolument pas du coup, être prétexte à faire ça. Mais là, on pourrait aussi se dire qu'on pourrait faire, comme vous avez fait à Saint-Ouen, d'avoir un sol artificialisé à qui on redonne une naturalité, on va dire. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas de réponse vraiment toute faite à ça. Je pense que ça dépend vraiment des cas. Et en tout cas, si on sait que faut pas l'utiliser comme prétexte, mais en tout cas, nous on est convaincus qu'avoir des toitures qui sont végétalisées, ça va de toute façon aider plus la ville à être renaturée que s'il n'y en avait pas, mais que c'est toujours beaucoup mieux d'avoir un vrai sol naturel. Il y a quand même une empreinte carbone, en fait. Quand même. Alors, il y a toute une empreinte carbone au fait de construire une toiture végétalisée, ça c'est sûr. Après, la question, c'est de voir ça sur la durée de vie du projet. À quel point est-ce que l'empreinte carbone qui va être dans la fabrication de cette toiture,
Qu'est-ce qui va, si jamais par exemple on ne fait pas de toiture végétalisée pour gérer l'eau, ça veut dire qu'on va devoir construire des bassins d'orage, donc excaver plein de terre, la stocker quelque part, bétonner ou mettre des plastiques pour servir de faire des bassins d'orage, les entretenir, etc. Et du coup, c'est toujours, si jamais on n'a pas de toiture capable de rafraîchir, on va mettre plus de climatiseurs qui vont eux-mêmes augmenter encore l'effet de chaleur urbain. Donc la question, elle est vraiment sur cette vision globale dans le cycle de vie, à partir de combien de temps d'usage on va pouvoir, on va dire, amortir l'empreinte carbone qui est causée par la fabrication. Ben, merci pour cet échange. Du coup, on va pouvoir maintenant ouvrir les questions avec vous. Donc il y a Antoine qui va vous faire passer un micro et je vais venir l'aider aussi. Donc n'hésitez pas, levez la main et on arrive à vous. J'ai dit n'hésitez pas. Non, la première c'est toujours un peu compliqué. Ah. Oui, alors ma question s'adresse à Michel Osler, ou elle pourrait s'adresser à tout le monde. Mais on parle du sol comme un matériau qui est vivant. Et en fait, une fois qu'on a, sensibilisé à la fois le public et les professionnels sur cette biodiversité du sol, en fait, quelles sont les actions qui sont concrètes, qui sont menées pour à la fois préserver cette biodiversité du sol et en même temps encourager sa préservation à une échelle plus globale, en fait. On essaye d'y répondre au cas par cas. Je vais vous donner un exemple. On est en train de réaliser ce qu'on appelle une place-parc à Barcelone, sur la place des Gloires catalanes, et dans lequel c'est le projet qui a été le point de départ un peu de ce travail sur ce qu'on a appelé l'écosystème vertical, c'est-à-dire que la prise en compte de la nappe phréatique. Il y avait une ancienne rivière qui a été canalisée, et donc il y avait tout un travail sur des espèces de puits de vie, et on a essayé de mettre en place, et on a mis en place des fameux stepping stones dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelait des nœuds de biodiversité, qui sont des endroits qui sont clos, qui sont interdits au public, et qu'on a réservés au développement de la biodiversité, dans lequel on a travaillé avec des écologues sur des associations de plantes qui étaient susceptibles effectivement d'aller venir chercher l'avifaune ou les insectes qui étaient les insectes du coin, du climat. Et c'était un ancien échangeur autoroutier, pour ceux qui connaissent le lieu. C'est le croisement de la Méridiana et de la Diagonale, et c'est près de la Tour Akbar de Jean Nouvel. C'était un ancien échangeur autoroutier, en tout cas routier, et maintenant c'est une grande place-parc. Et récemment, on a eu des enregistrements de tous les insectes qui sont revenus au cœur de cet endroit, qui était un des endroits les plus minéraux de Barcelone. Donc ce qu'on avait constaté à Barcelone, par exemple, c'est que depuis à peu près une dizaine d'années, les espaces publics étaient de plus en plus petits, de plus en plus minéraux. C'est-à-dire qu'il y avait une culture de l'espace public à Barcelone qui a toujours été un exemple pour toute une génération, qui était d'abord dessinée par des architectes, parce que les paysagistes n'existent pas en Espagne. En tout cas, on enseigne le paysage dans les écoles d'architecture, mais il n'y a pas d'école de paysage. Et donc l'espace public était d'abord dessiné par les architectes, avec un certain brio. Sauf que ces questions, effectivement, de nature, de biodiversité, elles étaient complètement évacuées au profit de la volonté de dessiner les choses, de les tenir avec qualité, mais en oubliant peut-être, effectivement, qu'il y avait une autre partie qui était en train de se jouer, qui était la constitution d'îlots de chaleur, la dégradation des conditions de vie des citadins. Et ce projet... Alors pour le coup, le président du jury a dit que c'était un changement de paradigme. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais je peux vous assurer qu'installer une pelouse de plus d'1 hectare au cœur de Barcelone, ça n'a pas été facile. On a réussi à l'installer.
Et on a encore des critiques de nos amis architectes qui disent oui, c'est bien, mais c'est pas là qu'il aurait fallu le faire. Voilà. C'est parce que là, c'était l'entrée de Barcelone et là, il a fallu avoir un geste plus urbain. Mais il n'en reste pas moins vrai que effectivement, c'est par des actions ponctuelles au cœur de projets qu'on arrive à insuffler un certain nombre de tendances. Qui ne vont pas être des tendances qu'on va mettre en avant, et en tout cas qui vont être le socle du projet, mais qui vont accompagner le projet. Et c'est ça qui est, je pense, différent dans la manière d'aborder les choses, c'est qu'elles sont abordées de manière le plus complète possible, en essayant de se dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fabrique, dans quelle société on inscrit notre projet. Et du coup, on se doit, nous, on a une responsabilité, en tant que locataire de cette planète, d'essayer de montrer au travers de nos projets, de réaliser, d'amener effectivement plutôt un mieux sur ces questions de conditions de vie, mais aussi de biodiversité. Je vais peut-être juste compléter très rapidement. Donc nous, on est sur une échelle beaucoup plus micro, mais on fait par exemple des bacs, on veut que la vie du sol, on veut la rendre visible. Donc on fait par exemple des bacs pédagogiques qui sont transparents, pour des écoles primaires ou Saint-Jean-de-Beauregard, etc. Et du coup, dans la vitre, on peut voir les différents horizons du sol, on peut voir les vers de terre qui creusent leur galerie, et comme si jamais les racines, et si jamais la lumière arrive, les vers de terre vont pas y aller, les racines vont pas y aller, donc on fait en fait une espèce d'occultation, et puis les enfants, on peut ouvrir et ils essaient de reconnaître les différents animaux du sol. Et puis on fait ici des ateliers, où on va aller gratter un petit peu de sol, et pas besoin d'aller profond, puisque le plus gros de la vie du sol, c'est quand même dans les couches superficielles. Et du coup, on va classer toutes les petites bêtes qu'on trouve avec des loupes, etc. Et puis essayer de les identifier. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ils sont timides ce soir. Là-haut, Quentin. Enfin, dans l'amphi. Merci, bonjour. Je me demandais, parce que tout à l'heure vous parliez de transdiscipline, et je me demandais justement à quel point elle intervenait dans les différents projets entre les architectes et les paysagistes, par exemple. À partir de quand ils commencent à travailler ensemble, qui amène le projet, ce genre de choses. Et voilà un peu si vous aviez des éléments à partager là-dessus. Merci. Je peux juste donner l'exemple de l'agence Terre, où effectivement on a quand même une majorité d'architectes qui travaillent chez nous, beaucoup de profils. L'avantage d'être, parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi, mais on n'en parle pas ce soir, mais l'avantage d'être une soixantaine, c'est qu'effectivement du coup on peut avoir des profils très très différents. On a des profils déjà de nationalités différentes. Je crois que c'est important pour ce qui explique aussi l'appétence qu'on a sur les projets à l'étranger. C'est qu'au sein même de l'agence, il y a un vrai creuset avec, je crois quelqu'un avait compté une quinzaine de nationalités au sein de l'agence. Donc il y a cette différence de culture, il y a cette différence de discipline. Il y a beaucoup d'architectes, je disais, des paysagistes aussi, des ingénieurs, des sociologues, des designers de l'espace, des gens qui ont des profils très très différents. Et en même temps, c'est aussi une jeunesse, c'est-à-dire que le fait que, ça a été souligné assez lourdement, le fait qu'on soit des vieux qui traînent une agence depuis 30 ans, si elle traîne depuis 30 ans, c'est parce qu'elle a aussi été renouvelée. Et ce qui fait le ciment de l'agence, c'est aussi cette équipe. Cette équipe de personnes qui sont plutôt jeunes, une majorité de gens de moins de 30 ans, et du coup, on est un peu obligés, nous, de suivre le rythme et d'être en prise directe avec un certain nombre de problématiques autour desquelles qu'on aurait peut-être évité, mais qui aujourd'hui sont dans la discussion du projet. Donc le lien, le ciment de cette agence, c'est d'abord un travail d'équipe. Les gens travaillent beaucoup en équipe. C'est-à-dire les équipes changent, il n'y a pas une organisation très structurée de l'agence, parce que c'est des pôles qui peuvent bouger. Les gens peuvent par exemple travailler sur une offre et après travailler sur un projet, travailler sur un concours puis après travailler sur un DCE. Donc
cette organisation fait qu'effectivement, on est, nous, dans une espèce de transdisciplinarité structurelle et qui, du coup, après, nous, on va aller chercher aussi ce que chacun d'entre eux peut nous apporter. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui viennent d'une école spécialisée dans un tel et tel domaine, on va être effectivement curieux de savoir comment ils vont pouvoir s'intégrer dans l'agence, intégrer l'agence et apporter aussi leur connaissance propre pour fabriquer ce qui est le projet, les projets Agence Terre. Sinon, sur la question de est-ce qu'on vient, enfin, comment se passe la collaboration avec les architectes, parfois super bien, parfois c'est plus compliqué. Et donc nous, on arrive souvent il y a tellement de contraintes dans les projets sur lesquels on travaille qui sont liées à la fiche de l'eau, etc., que nous, c'est quand même souvent l'architecte qui commence à travailler et nous après, on vient en fait essayer de proposer un programme qui est adapté d'abord à l'environnement d'usage, mais aussi aux formes qui sont proposées. Et puis, il y a quelques cas où vraiment les architectes nous laissent beaucoup de liberté par rapport à la force de certains concepts. Et du coup, il va construire son architecture autour de nos principes de biodiversité. Je donne un exemple, par exemple, pour avoir une continuité sol-mur-toit ou via des murs de grimpante, on va pouvoir avoir une continuité de l'écosystème entre le sol ou le toit, ou bien notamment pour les projets où on veut essayer d'avoir de l'usage du productif, c'est toujours plus contraignant. Et souvent, c'est des allers-retours, mais il y a absolument tous les cas de figure. Hein. On n'est en tout cas pas toujours sollicité très en amont, des fois on est sollicité très en aval. Et puis quand on est sollicité en amont et que l'architecte veut vraiment faire une force d'un de nos concepts, que ce soit de biodiversité ou plutôt d'agriculture urbaine, des fois il va vraiment concevoir le projet autour des concepts qu'on a proposés. Je pouvais juste Pardon ? Alors, souvent, pour être tout à fait honnête, ce qui se passe, quand on intervient sur du neuf, c'est très facile. Parce qu'en fait, avoir plus d'épaisseur de terre, donc ça dépend. Si on est sur la construction bois, c'est compliqué. Si on est sur du béton, c'est très facile, puisqu'en général, c'est juste amener un peu plus de ferraillage sur les poutres. Ça a des conséquences relativement faibles. Et ensuite, souvent, les épaisseurs de terre, c'est très rare que sur un projet, on nous dise, en gros, c'est très lié aux demandes du plan local d'urbanisme, qui dit par exemple, sur telle surface, il y a 20 cm de terre. Et là, par exemple, sur les projets du village olympique, ils nous demandent, suivant la hauteur, soit d'avoir 30, soit 50, soit 80. Et du coup, c'est très rare qu'on puisse vraiment aller au-delà des exigences réglementaires, parce que chaque fois qu'on va au-delà dans une belle intention au début, quand on demande des optimisations de projet, on arrive souvent à l'épaisseur de terre minimale réglementaire. Je vais juste compléter moi sur la transdisciplinarité, parce que vous parlez que d'architectes et de paysagistes, mais il y a aussi ingénieurs, mais aussi historiens, mais aussi peut-être urbanistes. Et là, par exemple, pour accompagner en fait une rénovation de tours en béton armé, donc on est dans la réhabilitation. L'idée aussi, c'est d'apporter ce regard. Donc, je parlais de vision et de point de vue différents, mais d'expertise. Et c'est, je pense, très important aujourd'hui de considérer que l'objet est dans sa ville et donc il participe aussi à un environnement urbain. Donc il a peut-être à amener aussi quelque chose sur la question du paysage urbain et la question aussi peut-être îlot de chaleur à servir éventuellement la place qui est devant lui. Il n'est pas il se sert pas que lui-même en fait. Et donc l'idée de l'État aussi, c'est le rôle de l'État d'accompagner en fait les projets, d'accompagner avec de la qualité du conseil scientifique et technique. Et on a monté comme ça la question d'un cercle de qualité pour apporter justement du conseil et d'élargir les points de vue. Et je pense que ça c'est intéressant et c'est vraiment un champ qui s'ouvre avec, c'est pas une opportunité, mais si, ça l'est quand même, le changement climatique et toutes ces questions environnementales qui font qu'on regarde des choses de façon beaucoup plus riche. Voilà, je parlais de... Voilà. Et puis malheureusement, on n'a pas de paysagiste conseil à la DRAC, mais j'ai fait la commande.
J'avais une question sur... donc pour revenir, on est passé rapidement sur la question du droit des sols. Et pour revenir à cette question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pistes de réflexion sur cette notion d'interconnexion entre les espèces du vivant dans le sol, dans l'établissement de documents légaux qui ne sont pas uniquement en plan, mais d'autres types de cadres législatifs qui peuvent faire entrer cette dimension d'interconnexion des milieux, autrement que par... aujourd'hui on a le PLU, on a des choses comme ça. Quelles sont les pistes de réflexion sur ces questions-là aujourd'hui? Alors, moi, je ne pourrais pas vraiment répondre là-dessus parce que c'est très, très compliqué. Puis il y a des questions d'autorité environnementale. On a quand même plein d'émissions régaliennes sur ces questions-là. Sur la question après, dans l'aménagement urbain, il y a des choses dans les PLU, d'ailleurs, je suis en train de me dire ça, sur la question de terre-plein, par exemple, de pleine terre. Enfin, on est sur du quantitatif, mais les réglementations, il vaut mieux que ce soit pas trop intrusif. Et puis après, enfin, c'est une question très large, hein, en fait. Mais je pense qu'on peut apporter, rien que le travail, là on voit des projets de l'Agence Terre, on peut apporter toute cette dimension largement sans que ce soit... je ne suis pas trop pour qu'il y ait trop de règles, en fait. C'est toujours un peu compliqué. Quand il y en a trop, on est coincé. Et puis on n'arrive pas à évoluer parce que justement, le changement de paradigme fait qu'à un moment, les règles, elles sont trop anciennes et donc elles bloquent souvent des projets qui sont soi-disant innovants, mais parce qu'on change de point de vue. Et quand il n'y en a pas assez, c'est sûr que parfois, malheureusement, ce qui prime encore aujourd'hui, c'est la valeur foncière, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui est constructible. Hein. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites, mais qui sont hyper intéressantes dans le sens où on est quand même bloqué. Changement de paradigme, il existe quand même, je voulais le dire aussi, parce qu'en 2012, quand je suis arrivée au ministère de l'écologie, quand on parlait de relocalisation, tout ça, c'était tabou. Personne ne voulait l'entendre. C'était des mots qu'on entend, enfin, qui n'étaient même pas audibles, en fait. Il ne fallait pas en parler. Aujourd'hui, c'est une évidence. Le changement climatique, aujourd'hui, c'est une évidence. Vous ouvrez le journal, et puis les jeunes sont dans la rue, ils manifestent. Mais c'est vrai qu'il y a 8 ans, c'était pas du tout là. Donc, on a quand même quelque chose qui est vraiment sur la place. La preuve, c'est que vous êtes là. C'est qu'il y a eu cette conférence aussi dans une école d'architecture. C'est, mine de rien, c'est énorme, en fait, par rapport à de là où on vient. Hein. Et aussi, dans le changement de vocabulaire. Donc, je parlais de relocalisation, mais moi, là, on est en train de travailler sur des écoles des années 70. On a bitumé les cours qui n'étaient pas bitumés à l'époque, en fait, hein, et toute la question de l'eau, en fait, on a dégradé finalement hein, le milieu de l'école. Et ben aujourd'hui, on dit débitumé, donc c'est des mots que j'utilise comme ça, décarboné, je décarbone la ville, le quartier, et j'utilise ça très facilement, et ça s'entend. Ça s'entend avec le public. Alors peut-être parce que j'ai marqué service de l'État, je ne sais pas, mais il n'y a pas de réaction, en tout cas, vraiment épidermique. Voilà, donc il y a quand même tout ce vocabulaire qui est dédensifié, qui est arrivé pas seulement sur le littoral, mais ici, et débitumé, et beaucoup d'autres en fait. Donc on est quand même sur ce changement de pratique. Je n'ai pas répondu vraiment parce qu'il faudrait vraiment fouiller finement ce que tu voulais dire sur les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, on est sur le concept des layers toujours, mais on ne fait pas rentrer dans les documents officiels d'urbanisme la réalité des milieux et... Après, il y a des manières de faire. Je crois que si je prends l'exemple d'un projet sur lequel on parlait tout à l'heure, tu parlais des fiches de l'eau. On est urbaniste d'un quartier à Asnières-sur-Seine, en bord de Seine, et on a essayé d'imaginer effectivement de pouvoir réaliser ces questions d'agriculture urbaine. Alors c'est fait par un ami et concurrent à vous qui s'appelle Mugo, mais c'était de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a travaillé sur ce quartier, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près entre 1,5 hectare et 2 hectares de toiture. Et donc tout à coup, puisque ça a été dit en creux dans son intervention, c'est que l'agriculture en même temps c'est une économie. C'est-à-dire que si on veut entretenir, c'est un travail, donc il faut trouver de quoi financer, donc le premier travail consiste à dire le foncier sur les toits, le loyer il est 0, parce que si on commence à appliquer un prix de location
du toit pour y faire de l'agriculture, forcément le projet tombe à l'eau. Et puis après, on a peut-être des logiques, parce qu'il fallait construire notamment des serres pour faire des semis ou pour intervenir sur les différentes toitures. Et là, on était confronté aux règles du PLU qui disaient au-dessus d'une certaine hauteur, c'est inconstructible. Et là, à ce moment-là, le promoteur vous dit... Effectivement, ben moi je perds de la constructibilité si je veux faire une serre au-dessus, et donc ce projet-là ne fonctionnera jamais et n'est pas rentable. Et donc on est arrivé dans la description de la fiche de l'eau à introduire des systèmes dérogatoires, justement parce qu'ils étaient réservés à des questions d'agriculture urbaine, qui ne sont absolument pas, ou très peu, en tout cas ça commence à venir dans certains PLU, mais à l'époque ce n'était pas du tout un thème. Ou bien, de temps en temps, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire que nous, on travaille en Chine. En Chine, les toitures végétalisées, c'est 1 mètre. C'est 1 mètre, voilà, on oblige 1 mètre. Vous imaginez en termes de structure de bâtiment ce que ça veut dire, mais surtout que des fois, on n'a absolument pas besoin d'1 mètre. C'est-à-dire que si c'est pour mettre quelques arbustes, une pelouse, on a besoin ponctuellement d'avoir de l'épaisseur. Et donc, c'est la question de l'urbanisme négocié. C'est en gros comment on peut arriver... à partir d'un projet, et c'est ça qui nous a intéressé nous, c'est-à-dire que la fiche de l'eau, elle est établie à la fin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rédigée en amont, elle est rédigée pendant toute une série de workshops sur lesquels on associe les architectes, leurs promoteurs et la maîtrise d'ouvrage, et on fabrique cette fiche de l'eau, et à la fin, une fois qu'ils l'ont dessinée, on l'écrit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un préalable, elle est la traduction juridique d'un processus de projet. Donc c'est comme ça, je pense, qu'on peut arriver, c'est par cette manière-là, plutôt que d'essayer parce que imaginer toutes les situations, c'est très compliqué, mais il n'y a qu'en trouvant de la souplesse qu'on arrivera à réaliser ce genre de choses. Bonsoir. Moi, j'ai une dernière question qui va un peu dans la... Je suis ici. Dans la continuité sur cette souplesse, il y a une notion qui m'a un peu interpellée tout à l'heure, c'était celle sur le mouvement du trait de côte, donc qui est physique pour le coup, qui impacte vraiment le terrain et le foncier, mais qui pourrait aussi s'appliquer à des notions de partage, de copropriété, d'appropriation de terrain. Et donc la question que je me posais, c'était quelle souplesse est-ce qu'on peut se permettre ou pas, à quel point c'est facile ou difficile de laisser de la souplesse dans un projet en prévoyant, enfin en anticipant ce mouvement de trait de côte quand il s'agit de projeter un espace vivant. Donc que ce soit, Nicolas, vous parliez tout à l'heure de proposer 2 bacs par habitant sur des toitures végétalisées pour les espaces de potager. En se disant, en anticipant que voilà, il y aurait des échanges ou des prêts ou des dons de bacs. Et comment, dans un projet de paysage, dans un projet urbain, ou quel que soit le projet d'ailleurs, à quel point c'est facile, face à une maîtrise d'ouvrage, de laisser de la souplesse au moment de dessiner le projet. Je vais juste commencer, puis après je passerai la parole à Michel. Sur les 5 projets là, puis d'autres après, parce qu'on a découvert qu'il y avait pas mal de petites opérations, notamment le projet du Lido à Marseillan, là, d'essayer de relocaliser, puis surtout de renaturer, de reconstruire le cordon dunaire. Donc on est sur refaire des écosystèmes en fait. La question, c'est cette souplesse, c'est s'adapter et puis ménager au maximum le site. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai beaucoup travaillé avec les paysagistes, parce qu'on est sur des questions de paysage, d'espace naturel, et puis que du milieu vivant, en fait, vraiment. Et donc, c'est cette question d'interface, on appelait ça interface terre-mer à l'époque aussi, c'est le Conservatoire du littoral qui travaille beaucoup sur ce vocabulaire-là, mais c'est géographique, en fait. Ça peut faire 10 km. Si vous avez une plaine, en fait, qui est submersible, et que vous imaginez qu'il y a 5 mètres de plus à la fin du siècle, vous imaginez que tout ça peut être maritimisé, et donc d'imaginer ce jardin, en fait, maritime. Et c'est comme ça que là, on était à Hyères, les Palmiers, donc cette grande plaine du Ceinturon, qui est aujourd'hui très artificialisée, avec cette digue là qui essaye de résister, et donc de se dire comment petit à petit, en fait, l'eau de mer peut investir. Il y a déjà des marais salants d'ailleurs, hein, donc on est sur cette question de jardin. Et c'est vrai que la notion du jardin, pour le coup, c'est pour ça que j'aime bien le vocabulaire, parce que ça donne des images, amène cette idée de possible.
Et on travaille comme ça sur une sorte de stratégie ou de faisabilité à long terme qui donne en fait cette priorité. Finalement, moi je pense que c'est aussi ça, le changement de paradigme, c'est priorité à la nature. On est nature, mais priorité au milieu vivant en fait, mais particulièrement biodiversité en fait. Voilà, donc là je citais la plaine du Ceinturon, mais il y en a plein d'autres. Et donc sur les falaises, ça reste de se reculer, comme font les Anglais beaucoup, hein, et puis donc de laisser comme ça l'érosion se faire. Et puis et à chaque fois on est sur du jardin collectif. Donc c'est vrai que les baux amphithéotiques, du coup, ou la terre mutuelle qu'ont les Hollandais, hein, qui maîtrisent en fait leur sol parce que c'est un sol collectif, ça amène en effet ces questions vraiment de grande largeur plutôt que de trait en fait. Hein, il y a aussi ça. Bon, je m'arrête parce que... Pour revenir à la souplesse dans les projets, du temps on a conçu ce projet dont j'ai parlé là et que j'ai montré parce qu'il vit déjà depuis quelques années, donc on a un peu de recul. Il fallait une certaine rigidité et on a réussi à négocier le fait qu'il y ait quelques parties qui soient évolutives, mais très peu. Et là, en quelques années, il y a une évolution énorme. Et aujourd'hui, le fait de vendre des espaces capables, flexibles, qui vont trouver leur chemin, parce que la participation citoyenne ne se décrète pas, elle se vit, elle ne se vit pas. Donc le fait de dire, voilà, on n'est pas sûr que ça marche, mais au pire, voilà ce qu'on va faire. On va juste faire une toiture sauvage, on va essayer de lui créer des usages. Et bien maintenant, ça rencontre beaucoup d'échos. Et là, les maîtres d'ouvrage, ils nous disent, ben, ok, pas de souci. On leur dit, voilà, il faut nous laisser X euros par mètre carré pour finir d'aménager avec les habitants. Vous réservez ça dans votre bilan promoteur, même si après vous ayez livré le projet. Et ce qui leur paraissait au début même juridiquement inconcevable, ben, finalement, ils trouvent des astuces. Et maintenant, c'est incroyable à quel point est-ce que cette notion de co-conception et d'espace évolutif, elle enthousiasme tout le monde, alors que il y a 7 ans, c'était très très difficile à faire passer. Une des clés, c'est quand même qu'ils soient inscrits avec les habitants, en fait, avec le territoire. Et là, il évoluera, et il pourra s'adapter, en fait, à le projet, parce que c'est, mais le processus, justement, de pouvoir être approprié et habité. Et donc, c'est pas quelque chose... C'est là aussi, je pense que pour vous, il ne faut pas croire qu'on dessine, en fait, les choses et on le fait appliquer. C'est vraiment une question de faire avec, en fait, hein, vraiment. Juste en complément, il y a quand même une notion qu'il faut pas oublier, c'est celle du temps long, je crois. Ce qu'on oublie souvent, c'est cette question du temps long. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rappelle tous de nos cours de géographie où on parlait du Nil, de Nil fertile qui débordait, qui déposait ses alluvions. Et en Europe, c'est pareil, la Seine a débordé, a créé ses plaines alluviales extrêmement fertiles. Et maintenant, on est passé d'un phénomène géographique naturel à une question de risque. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une approche assurantielle, c'est-à-dire qu'on a commencé à passer effectivement de cette logique guerrière. On avait pensé qu'avec les techniques, on allait pouvoir canaliser, chenaliser, créer des murs, tout ça allait se passer. Mais on a oublié à la fois de se projeter dans le futur, c'est-à-dire que commencer à se dire si effectivement, si on a des changements climatiques, si on a des variations, qu'est-ce qui peut se passer? Et surtout, on a oublié la mémoire du temps long. C'est-à-dire quand on parle de crue centenale, c'est 100 ans par définition, c'est donc 3 générations. Et en 3 générations, la mémoire, elle est perdue. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous entendez les micro-trottoirs là, qui sont... mon père n'a jamais... ou j'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu cette inondation de toute ma vie. Le gars, il a 40 ans. De toute sa vie, 40 ans, c'est pas grand-chose à l'échelle de phénomènes géographiques. Et donc c'est pour ça que on voit vous avez ces fameux marqueurs de crue qu'on impose sur des bâtiments ou c'est des ouvrages pour se rappeler, pour essayer de visualiser ce que c'est qu'effectivement, quand vous vous baladez dans un endroit, vous voyez un bâtiment et vous voyez un marqueur de crue qui est à 5-6 mètres de haut, là vous commencez à visualiser l'endroit en se disant tiens, tout ça c'est sous la flotte et c'est 5 mètres de flotte, et là on commence à comprendre. Et cette question du temps, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est la seule qui nous permette effectivement d'aller au-delà. Et la connaissance effectivement des archives ou d'autres moyens sont importants. Il y a effectivement la mémoire humaine, mais cette mémoire humaine, elle est forcément très très courte. J'écoutais un reportage il y a quelques mois sur le stockage des déchets nucléaires à Bure. Et il se posait la question, puisque le temps de dégradation de ces déchets, c'est plusieurs milliers d'années, c'est comment on va transmettre l'information.
Parce qu'on sait bien qu'on nous a dit que les CD, ça allait remplacer les vinyles et que c'était indestructible. On s'est aperçu que ça s'est détruit assez vite, que toutes les clés, toute l'info, elle est stockée dans des clouds, mais tout ça, ça n'a pas une durée de vie. En tout cas, ça n'a pas une durée de vie comparable avec la durée de vie que doit avoir qu'on doit avoir, l'information qu'on doit avoir sur les déchets nucléaires. Donc il y a des mecs qui bossent actuellement sur la manière dont on va pouvoir transmettre, parce qu'on s'est aperçu que, par exemple, sur la dernière guerre, il y avait des lieux de stockage de munitions dont on avait perdu les archives. C'est-à-dire que sur une période de 50 ans, on n'a pas la mémoire. Alors vous imaginez que sur des périodes de 10 000 ou 100 000 ans, la question est fondamentale. Donc cette question du temps, sans aller au-delà de cet extrême de ces questions-là, elle est pour moi fondamentale. Et c'est un peu notre outil de base, nous, paysagistes, qui travaillons sur le vivant, parce que cette question du temps, du cycle, elles sont au cœur de nos métiers. Bien, merci. On vous remercie pour vos questions qui étaient pertinentes et qui ont amené des super réponses, comme pendant le temps de la médiation. Du coup, on parlait du fait de capitaliser. Donc, pour rappel, tout ce qui se passe pendant ces conférences, nous, on essaie de capitaliser là-dessus pour, justement, dans le cadre de cette préfiguration du CAP. Donc, aujourd'hui, on a parlé du sol. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la question du lieu. Donc la conférence s'appellera « Y a-t-il lieu ?», où on accueillera Sophie Ricard, qui est architecte, et deux philosophes, Philippe Simet et Thierry Paco. Donc on remercie une dernière fois nos invités, c'était hyper intéressant. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci.